Bonjour. Aujourd'hui, nous commençons une série de capsules concernant le développement personnel. Bien sûr, vous allez vous demander pourquoi un cours de développement personnel ou pourquoi des capsules de développement personnel pour un étudiant universitaire. Sûrement, vous avez entendu énormément parler de ce thème ou de cette thématique dernièrement. Tout le monde parle développement personnel, coaching, développement de soi, croissance de soi. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par une explication de ce thème, de ce concept, pour assurer plus de compréhension et pour vous donner peut-être des pistes d'amélioration de soi. Alors, qu'est-ce que le développement personnel? Le développement personnel, c'est un travail sur soi, à but enrichissant. C'est un travail qui consiste à ressortir les potentialités que l'on a, des potentialités qui étaient enfuies en nous, mais on ne savait pas à quoi ça va servir, ni comment on pourrait les utiliser dans certaines circonstances ou dans certaines situations. C'est une redécouverte de soi aussi, parce que il donne ou il assure un ensemble de techniques qui permettent de comprendre comment on réagit dans des situations et comment on peut communiquer avec des personnes dans certaines circonstances, dans certains contextes, et comment éviter des fois des conflits ou des malentendus. Le développement personnel, certains le confondent avec d'autres théories, d'autres courants, d'autres écoles, d'autres techniques. Alors c'est pour ça que nous essayerons, bien sûr, dans cette première capsule, de lever le lapsus sur ce point-là. Alors, selon Lacroix, dans son livre édité en 2004, Le développement personnel, il dit que le DP, le développement personnel, il s'adresse à des personnes mentalement saines, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas forcément des maladies mentales ou psychiques. Contrairement aux pratiques psychothérapeutiques qui vraiment visent des personnes qui sont malades psychiquement. Par contre, le développement personnel dans ce cadre-là, s'il ne vise pas la guérison psychique, mais il vise la maturation psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire une maturation psychologique? Ça veut dire qu'on va apprendre des méthodes et des techniques pour mieux se comporter dans certaines circonstances, c'est-à-dire que on va essayer d'éviter les problèmes, on va essayer d'éviter l'anxiété, la dépression, le sentiment de frustration, le sentiment d'échec, etc. Donc, c'est ça ce qu'on appelle une maturation. Mais certains chercheurs, ils ont dit que lorsqu'on parle de santé mentale, c'est pas juste le fait de ne pas avoir de maladie mentale. On peut ne pas être c'est-à-dire déclaré comme malade, mais quand même on a des problèmes de communication ou de problèmes d'attitude vis-à-vis de soi et des autres, ou le contrôle de notre environnement relationnel, ou concernant la perception de la réalité qui est parfois une perception qui est négative. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, la psychothérapie, elle peut intervenir pour régler certains problèmes concernant le développement personnel. C'est à cet effet que les chercheurs, ils ont considéré que le développement personnel, il peut intégrer la psychothérapie comme une méthode, tout comme le coaching. Et puisque l'on en parle, qu'est-ce que ça veut dire le coaching? Le coaching, il vient du verbe coacher. Donc, coach. Coacher, ça veut dire accompagner quelqu'un jusqu'à ce qu'il arrive à la réalisation de son objectif ou de son but. Arriver à la destination qu'il cherche ou qu'il désire ou qu'il souhaite. Alors, accompagner, on n'accompagne pas une personne comme ça, mais on l'accompagne bien sûr en suivant certaines méthodes, en suivant certaines techniques qui peuvent vraiment aboutir à un encadrement qui est efficace et efficient de certaines difficultés concernant la réalisation des objectifs.
Euh, le coaching il s'est développé aux États-Unis, d'accord, dans les milieux sportifs et professionnels. Il vise au départ à améliorer la performance de l'individu dans un groupe, dans une équipe de foot ou de football ou football américain ou baseball, etc. Mais par la suite, on a essayé d'importer ces techniques utilisées dans le coaching sportif pour parler aussi c'est-à-dire pour réaliser des performances même dans un autre cadre autre que sportif. Ça peut être l'entreprise, ça peut être le domaine personnel, ça peut être les relations avec les collègues, ça peut être les relations avec les amis, ça peut être aussi les relations au sein du couple. Et donc, à cet effet-là, on a trouvé que ça donne des résultats qui sont extraordinaires. Le coaching, il a commencé avec, vraiment d'une manière réelle, avec Hudson, d'accord, Frédéric Hudson, avec son livre, le Handbook of Coaching, d'accord, qui a été édité dans les années 70 et qui a été vraiment réédité en 1999. Alors, Hudson, il a commencé par parler du changement. D'accord. Alors le changement de certains concepts qui étaient fondamentaux pour nous et vraiment lui, il a apporté des changements qui vont permettre une amélioration de soi et une autre perception de la réalité. La première des choses, c'est donc il a divisé les concepts en croyances classiques et des croyances qui sont modernes. La première des choses, c'est la linéarité. La linéarité, ça veut dire, par exemple, avoir le même travail toute sa vie, être dans le même couple toute sa vie, être dans une relation durable toute sa vie, etc. Et lui, il a remplacé ça par une autre croyance, c'est le recyclage. C'est-à-dire que on commence un projet et ce projet-là, vraiment, il peut aboutir, mais il peut avoir une certaine fin. On peut avoir un moment de deuil et après, on va rebondir pour commencer un autre projet. La preuve, c'est ce qu'on voit avec la génération Y. Actuellement, vous pouvez trouver un jeune qui commence par exemple une carrière dans une entreprise. 2 ans après, il laisse cette entreprise pour commencer dans une autre. Après, il peut peut-être immigrer vers un autre pays pour relancer une autre carrière. Il peut encore revenir dans son pays natal pour démarrer une start-up ou quelque chose comme ça. Et c'est ça, donc c'est le recyclage. Donc il n'y a pas vraiment une linéarité dans la vie, mais il y a quand même des cycles, un projet qui commence et qui finit pour donner naissance à un autre projet et ainsi de suite. Le deuxième point, c'est la constance. La constance, c'est-à-dire que on ne peut pas avoir peur du fait que, c'est-à-dire que, voilà, je me lève à 8 heures, je rentre à 18 heures, j'ai ma vie, j'ai mes amis, j'ai mon réseau, j'ai mes préoccupations. Si un des points change, tout s'est perturbé. Hudson, il nous donne cette idée comme quoi il ne faut pas avoir peur du changement. Tout change dans la vie, d'accord, et on doit avoir cette capacité de s'adapter au changement sans vraiment avoir cette peur et cette phobie qu'il y a quelque chose qui va changer dans notre vie. Voilà, donc il nous invite plutôt à apprivoiser le changement. Alors, la troisième conception, ou bien la troisième composante, et c'est que je considère que l'élément fondamental qui a été vraiment chamboulé ou bouleversé par le coaching, c'est la notion du dehors-dedans. Plusieurs personnes ils considéraient, ou ils considèrent toujours même jusqu'à nos jours, que ce qui nous arrive vraiment c'est le fruit des facteurs extérieurs. Je n'ai pas de chance, il n'y a pas beaucoup de travail, il n'y a que des pistons, j'ai le diplôme mais je ne peux pas travailler, j'ai eu ma licence mais il n'y a pas d'offre d'emploi. C'est un langage que l'on entend, d'accord, de la bouche des étudiants, des lauréats, dans notre entourage, etc. Le coaching, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient de dire que non, c'est pas le dehors dedans, c'est le dedans dehors. Si toi tu veux réaliser quelque chose, tu vas y arriver.
D'accord? Les potentialités, ils sont en toi, les capacités, ils sont en toi, les compétences, ils sont en toi, la volonté, elle est en toi, et c'est toi qui vas changer ces éléments-là. Donc, si vraiment tu décides de vouloir changer un point dans ta vie, tu vas y arriver. Mais si tu attends à ce que les moyens qui sont autour de toi changent, ben, c'est sûr que tu vas attendre pour longtemps. Ça, c'est l'élément central du coaching. Quatrième point, c'est l'apprentissage à l'école, le fait qu'on n'apprend qu'à l'école. C'est-à-dire que, voilà, l'apprentissage, il y a un temps limité pour l'apprentissage. Ben, le coaching, il dit qu'il n'y a pas un temps limité pour l'apprentissage. On apprend du début jusqu'à la fin de notre vie. Et je crois que même le prophète Mohammed, il atteste ça, peut-être. Pas peut-être, c'est sûr qu'il l'a dit même avant Hudson, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que il n'y a pas un temps limite pour l'apprentissage, on apprend toujours, d'accord? Donc l'apprentissage, il est défini par les besoins. À chaque fois qu'on a un besoin quelconque, bah, j'ai appris une langue, peut-être l'arabe et le français. À un certain moment, j'ai réalisé que l'anglais, elle s'impose comme langue de travail, langue de recherche scientifique, langue académique par excellence. Bah, je vais apprendre l'anglais. Peut-être à un certain moment, je réalise que je dois apprendre, par exemple, un logiciel, je sais pas, un logiciel de gestion de stock ou de comptabilité ou de traitement des données ou un logiciel de programmation, ben je vais l'apprendre, d'accord, que j'ai 17 ans, 18 ans ou que j'ai 53 ans, ça ne va rien changer en l'affaire. L'essentiel, c'est que je réponds à un besoin bien déterminé. Alors, Hudson aussi, il a parlé de deux phases essentielles dans chaque projet, dans chaque expérience que nous menons, que ce soit une expérience professionnelle ou personnelle, il y a toujours certaines phases à respecter. Hudson, il parle de la phase de désapprentissage, c'est-à-dire que lorsqu'on termine un projet, il y a toujours, ou lorsqu'on sort d'une expérience, ou lorsque on perd une personne qui est chère, ou lorsqu'on termine une phase essentielle de notre vie, comme les études, etc., bah, il y a quand même des phases à respecter. Il y a la rupture, c'est-à-dire on rompt avec cet élément-là. Par exemple, on quitte la faculté, on quitte le lycée, on quitte l'école, on quitte un travail, on sort d'un couple, on dit au revoir à un fils ou une fille qui veut continuer ses études à l'extérieur. Les expériences sont énormes et variées. Après, on fait le deuil. Le deuil, ça veut dire qu'on essaye de comprendre comme quoi que c'est normal, étant donné ce qu'on a dit ultérieurement, que le changement, il fait partie de la vie. Il n'y a rien qui est constant, il n'y a rien qui est linéaire, d'accord? Après, on fait le bilan de cette expérience, d'accord? Qu'est-ce qui était positif et qu'est-ce qui était négatif et qu'est-ce qu'il faut améliorer par la suite. Puis par la maturation, c'est-à-dire débloquer les freins. Par exemple, je quitte le lycée, je rentre à l'université. Ben, l'université, c'est un autre monde où il n'y a pas vraiment de supervision. Je suis le seul contrôleur de moi-même concernant l'absentéisme, concernant la présence, concernant la compréhension des cours, concernant la cadence avec laquelle je vais travailler. Alors, tous ces éléments-là, ben, je vais les noter et pour voir comment je pourrais redéfinir mes objectifs entre le lycée et la faculté et ainsi de suite. De même pour quelqu'un qui a quitté un travail qui ne lui a pas plu et par la suite, il va commencer un autre travail. Cette partie de déblocage, c'est de voir vraiment quels sont les éléments qu'il cherche dans le second emploi et quels sont les éléments à améliorer dans le second emploi et quelles sont les compétences qu'il va développer dans le deuxième emploi et ainsi de suite. Donc un bilan, il est essentiel à ce niveau-là. Puis il y a la phase d'apprentissage. La phase d'apprentissage, c'est-à-dire que quand on commence une nouvelle expérience, ben c'est sûr qu'on doit commencer
commencer avec de nouvelles croyances, des croyances surtout qui vont nous aider à réussir ce qu'on est en train de faire, que ce soit une expérience professionnelle, académique ou personnelle. On est en train de chercher quels sont les éléments sur lesquels on va se baser pour réussir cette expérience. D'accord? Par exemple, un étudiant qui vient s'inscrire à la faculté, il doit se dire, le fait que je me suis inscrit et que j'ai pris l'initiative de m'inscrire à cette faculté, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui me motive pour le faire, même si c'est pas clair au départ, mais quand même on va se poser la question pourquoi je le fais, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je vise, quelles sont les croyances qui me poussent à faire ce pas-là. Est-ce que c'est parce que je cherche la réussite? Est-ce que parce que je sens que je suis quelqu'un qui a beaucoup de potentialité et l'université, elle va m'aider vraiment à solidifier ces potentialités et à les rendre encore plus rayonnantes? Peut-être, mais l'essentiel, c'est de chercher un élément qui va vraiment nous permettre d'avoir une idée plus claire du projet que l'on est en train de démarrer. Voilà. Alors, explorer son futur, voilà, quelles sont toutes les opportunités que l'on peut avoir dans le futur et qui vont nous permettre aussi de définir notre projet, voilà, et le lancer pour le rentabiliser, c'est-à-dire le rendre plus rentable. Je ne suis pas à la fac pour être à la fac, je ne suis pas à la fac pour m'amuser, juste m'amuser avec mes collègues et mes amis, parce que finalement, le plaisir, ça fait partie de la vie, mais il n'y a pas que le plaisir. Il y a aussi beaucoup d'éléments qu'on doit prendre en considération vraiment si on veut réaliser cet objectif. Voilà. Alors, juste pour faire une petite différence entre le coaching et la psychothérapie, c'est que le coaching, ça veut dire quoi? C'est comment j'investis mon présent pour construire mon avenir. Donc, on se base sur ce qu'on a actuellement comme moyens qui vont nous permettre de réaliser notre avenir. Lorsque je dis moyens, ce n'est pas juste les moyens externes, mais je parle essentiellement des moyens internes, c'est-à-dire les potentialités internes à la personne. Voilà. La psychothérapie, je cherche des éléments du passé qui vont me permettre de comprendre le présent et par la suite me permettre de réussir dans le futur. Donc voilà la différence qui s'installe à ce niveau-là. Voilà, donc le développement personnel, il suppose plusieurs méthodes dans le coaching et la psychothérapie. Alors, qu'est-ce que je peux faire du développement personnel? Donc le développement personnel, il peut nous aider à analyser notre personnalité, d'accord? Comprendre comment on est, comment on réagit face à des situations, d'accord? Quels sont nos points forts et quelles sont nos pistes d'amélioration? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la mise en perspective avec notre environnement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire avec mon environnement familial, avec mon environnement amical, avec mon environnement à l'université, c'est-à-dire entre camarades, etc. Et bien sûr, l'environnement professionnel. Quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux continuer mes études encore et encore si je veux faire une carrière de recherche? Est-ce que je peux trouver du travail? Comment je vais me préparer à trouver du travail à partir de maintenant? Et aussi, dans le futur, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être je pourrais créer une entreprise ou une start-up ou un projet quelconque. L'essentiel, c'est qu'il me clarifie les pistes, d'accord, concernant l'avenir. Qu'est-ce que je peux faire de mon avenir par rapport à mon entourage? Voilà. Et bien sûr, il y a les axes de progrès selon le type de personnalité. On a des personnalités qui favorisent bien sûr un progrès plus que d'autres. L'essentiel, c'est de comprendre qu'est-ce que je peux faire par rapport à mon point de départ, d'accord? C'est-à-dire ma personnalité de départ. Et à la fin, il y a le développement du potentiel, c'est-à-dire que peut-être que je suis intelligent ou intelligente, je peux faire des choses extraordinaires, je maîtrise les notions de calcul, je maîtrise les notions de programmation, mais peut-être je n'ai pas le charisme pour gérer une équipe. Là, le développement personnel, il intervient pour aider la personne vraiment à développer son charisme, à développer son leadership, à avoir plus d'empowerment,
empowerment, à avoir plus de présence dans le milieu soit académique, soit associatif, soit professionnel, soit familial, peu importe, l'essentiel c'est la première étape, à savoir la découverte de la personnalité qui va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de notre vie par rapport à notre environnement. Alors, le développement personnel, ce n'est pas une méthode bâtarde, comme le disaient certains, mais c'est une méthode aussi qu'on considère qu'elle est le carrefour de plusieurs théories. D'accord? On va essayer de donner les plus importantes parce que il y en a plein. Alors, Valérie Brunel, en 2008, elle a édité un livre qui s'appelle « Les managers de l'âme ». Voilà, et c'est vrai que les coachs et les analystes de développement personnel, on les considère comme des managers de l'âme. Alors, elle affirme que le DP, il est venu comme une réponse au capitalisme, parce que le capitalisme, il nous a un peu robotisés, et il nous a, pardon, il nous a enlevé cette notion Alors, maintenant, on va parler des théories du développement personnel. Les théories le développement personnel, quand même, ce n'est pas une méthode qui vient comme ça, mais elle est issue de plusieurs théories, de plusieurs courants. Valérie Brunel, dans son livre édité en 2008 et qui est intitulé « Les managers de l'âme », a parlé un peu de ces théories-là qui ont quand même convergé vers ce qu'on appelle actuellement le développement personnel. Mais elle a annoncé un point qui est très très important, à savoir que le développement personnel, il est venu comme réponse au capitalisme. Le capitalisme, il nous a un peu vidé de notre sens en tant qu'être humain. Il nous a un peu robotisé, d'accord? Et il nous a encore enlevé notre authenticité. Le développement personnel, parce que c'est un retour vers soi, c'est une redécouverte de soi, il vient quand même couper cette notion-là et donc il nous a donné une autre chance pour nous retrouver, d'accord, en tant qu'être humain. Voilà. Alors, le concept de développement personnel, il trouve sa source dans les théories, disons, de psychologie humaniste. Voilà, donc c'est la psychologie qui s'est développée aux États-Unis, bien précisément en New Zealand, en Californie, dans les années 60, dont est issu le mouvement du potentiel humain, c'est-à-dire chercher toutes les potentialités que l'on a à l'intérieur. La psychologie humaniste, elle est théorisée par plusieurs chercheurs, dont le plus important c'est Maslow, que vous connaissez par sa pyramide célèbre. Mais Maslow, il s'appuie sur deux postulats. Le premier postulat, c'est que l'homme manifeste une tendance naturelle à se réaliser. D'accord? Il atteint un objectif, il cherche un autre objectif. Et ces objectifs-là, pour les atteindre, d'accord, il lui est nécessaire d'investir son potentiel intérieur. Donc, il lui faut des ressources, d'accord? Si on veut faire quelque chose, il nous faut des ingrédients. Et pour le développement personnel, les ingrédients, ils sont à l'intérieur. Ce sont nos potentialités intérieures, d'accord? Alors, cette capacité innée de s'autoréaliser, c'est ce que Maslow a schématisé sous forme de la pyramide. C'est-à-dire lorsque on passe, on réalise ou on assouvit un besoin, il y a un besoin supérieur qui se manifeste lorsqu'on cherche à le réaliser. Donc il y a un autre besoin qui se manifeste et ainsi de suite. Voilà. Les principaux courants du développement personnel, il y en a énorme, il y en a beaucoup, d'accord, mais moi je vais viser deux que je vais bien sûr développer dans les capsules à venir, à savoir l'analyse transactionnelle et la PNL. Alors, je vous remercie pour votre attention concernant cette première capsule qui était plus une introduction générale concernant le développement personnel qu'une explication d'une des méthodes bien précises de ce concept-là. Je vous invite à regarder les capsules à venir où on va essayer de développer certaines méthodes concernant le développement personnel et qui vont vous aider spécialement en tant qu'étudiant. Je vous remercie.